Est-ce que le repli récent sur FDJ est une opportunité ou un énorme piège? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez le partager sur vos réseaux et mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner mon avis sur FDJ. Alors, je suis allé sur Zone Bourse, un article qui est paru le 2 décembre sur FDJ United, dans lequel JP Morgan avertit contre le risque de hausse d'impôts et la réglementation sur FDJ. Donc, dans cet article, ils expliquent pourquoi ils dégradent leur objectif de cours, en expliquant qu'il y a une acquisition de Kindred au Royaume-Uni et il y a en même temps un durcissement de la réglementation au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Il y a la même chose en France, des hausses de taxes. Donc ils sont passés, ils ont complètement bradé leur objectif de cours, hein. Donc ils ont dit, ils ont passé en fait, d'acheteurs à vendeurs en divisant leur cours par 2. Bon, honnêtement, je trouve que c'est pas très honnête ce qu'ils ont fait, hein, parce qu'en fait, ce risque est présent depuis toujours sur ce secteur d'activité. Bon, on en parle après, je vous présente les chiffres sur Coifin, mon logiciel d'analyse. Vous pouvez vous y abonner via le lien qui se trouve en haut à droite de l'écran ou dans le commentaire épinglé de la vidéo. On est sur une grosse mid-cap, on va dire, pour FDJ, 4,3 milliards. La boîte est cotée depuis novembre 2019. Bon, elle a fortement monté suite à l'introduction en bourse, ce qui est assez rare. En général, les introductions en bourse, on a un rush initial, on va dire, puis ça s'effondre. Bon, c'est un peu ce qu'on a vu ici, mais derrière, on a eu une forte hausse, peut-être liée au contexte également en 2020-2021. Bon, depuis, on va dire, 2022, ça fait plus rien, hein. On a même baissé. Donc, actuellement, on est à 28 €. Le sommet était à 43 €. Bon, est-ce qu'il y a un bon timing d'intervention sur la FDJ? On regarde ça. Au niveau de la croissance, on voit que en médiane, depuis le début de la cotation, en tout cas depuis le début des données disponibles, on est sur 9%, ce qui est quand même pas mal. Sur les 12 derniers mois, à juin 2025, 27%. Bon, c'est surtout de la croissance externe, hein, que fait FDJ. Ils sont en train de consolider le marché. C'est d'ailleurs un marché qui est en consolidation en Europe. En organique, la croissance, à mon avis, est quand même relativement faible, hein. On est plutôt peut-être de l'ordre entre 3 et 5%, hein. Rien de flambant, mais ils ont les moyens de faire des acquisitions pour faire croître la part de marché et donc accélérer la croissance. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt positif. Au niveau des taux de marge, hop, on va fermer acquisition puisque ça ne marche pas. Les taux de marge, 42% en taux de marge brute depuis le début de la cotation. Alors, ils donnent les chiffres depuis 2015. On va dire que ça a bien monté. On est proche de la médiane à 41,4. Bon, plutôt pas mal. Ils ont un relatif pouvoir de fixation des prix. Ils arrivent à faire baisser leurs coûts également. Les coûts, bon, il n'y a pas énormément d'intrants, hein, dans ce type d'activité. Donc, il faut regarder ce qu'ils mettent dans leur marge brute, hein. La marge brute, je rappelle que c'est pas un agrégat qui est normalisé, donc les boîtes le comptabilisent un peu comme ils veulent. Donc, ça peut être, par exemple, leur facture infra, puisqu'ils ont de l'IT pour faire tourner leur infra. Donc, ça peut rentrer là-dedans. Au niveau du taux de marge d'EBITDA, on est sur quasiment plus haut, hein. On est à 22,3. Le plus haut, c'est 24,5. Une médiane à 21. On est depuis 10 ans en augmentation, donc opérationnellement, c'est beau, hein. Ils arrivent quand même à être de plus en plus efficients, très bien. Le taux de marge nette en médiane, c'est 12,6. Ça a un petit peu baissé depuis 2024, juin 2024. Bon, la vérité se trouve plutôt, à mon avis, dans le taux de marge de free cash flow. Dans ce genre de boîte, hein, c'est des boîtes où il n'y a pas d'énormes dépenses en capital. On va aller voir après, mais le besoin en fonds de roulement, en général, il est plutôt négatif et il s'améliore quand la boîte grossit. Parce qu'un des facteurs importants de l'évolution du besoin en fonds de roulement, c'est plus vous êtes gros, plus vous pouvez imposer des délais de paiement à vos clients et à vos fournisseurs. Et en plus, il n'y a pas de stock dans ce genre d'activité. Et après, effectivement, le free cash flow peut être impacté par la dépense en capital. Bon, on voit que structurellement, les free cash flow sont supérieurs aux bénéfices nets. On est sur 19% actuellement de taux de marge de free cash flow. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Donc au niveau des taux de marge, rien à signaler, hein, sur FDJ, c'est plutôt bien. Le taux de marge net, peut-être qu'il est impacté par les hausses de taxes, hein, on en a parlé. Donc ça, il faut aller voir dans les documents financiers de l'entreprise. Donc on a un excès de free cash flow par rapport au résultat net, ce qui est, bon, comme on en a parlé juste avant, hein, ça peut être plusieurs raisons, mais on s'y attendait un petit peu. Alors le besoin en fonds de roulement il est négatif, très bien, donc la boîte fait payer ses clients avant de devoir payer ses fournisseurs, excellent. La variation de ce besoin en fonds de roulement
est de plus en plus négatif. Donc la boîte pèse de plus en plus dans le rapport de force face à ses clients et ses fournisseurs. Excellent. Au niveau des dépenses en capital face aux dépréciations et amortissements et autres éléments non cash, on a quand même une dépense en capital qui est importante face aux dépréciations et amortissements. Donc l'entreprise continue à faire grossir son appareil productif. Bon, ça veut dire qu'il voit de la croissance future. A priori, c'est plutôt bon signe. On a un peu d'autres éléments non cash, mais rien d'énorme. Donc en fait, on arrive en cumulé à avoir quand même plus de free cash flow que de bénéfices nets grâce à une très très forte amélioration du besoin en fonds de roulement. Bon, ben ça, c'est plutôt bon signe, hein, alors que de l'autre côté, il continue à augmenter la dépense en capital. Donc on va dire, on a le beurre et l'argent du beurre. On est de plus en plus gros, donc on arrive à peser de plus en plus dans le rapport de force face aux clients et fournisseurs. Et en même temps, on arrive à investir massivement dans l'appareil productif pour la croissance future. Bon, il faut que la croissance future, il faut que la demande future soit là, hein. Par contre, si on investit dans l'appareil productif, si on va donner plus d'offres au marché, il faut que la demande soit là en face. A priori, s'ils sont bons dans leurs prévisions, ça sera le cas. Donc là-dessus, on est plutôt bien sur la conversion en free cash flow. Plutôt utiliser le free cash flow que le résultat net pour valoriser l'entreprise si vous voulez valoriser avec l'un des deux agrégats. Au niveau de la rentabilité opérationnelle, on est sur un effondrement du rendement des capitaux investis. D'où est-ce que ça peut venir? Soit un effondrement du résultat d'exploitation, on peut prendre un proxy, alors on peut prendre l'EBIT, c'est l'équivalent à peu près du résultat d'exploitation dans les normes anglo-saxonnes. On voit qu'il n'y a pas d'effondrement de l'EBIT, alors ça peut venir des taxes, hein. Donc là, il faudrait regarder si on a une augmentation des taxes. Bon, j'ai pas trop le détail ici, mais allez faire l'exercice de regarder parce qu'en fait, le rendement des capitaux investis, c'est résultat d'exploitation, donc c'est l'EBIT en anglais, moins impôt sur les sociétés. Donc allez regarder l'impôt sur les sociétés, si ça se trouve, il a fortement augmenté, c'est ça qui a impacté le rendement des capitaux investis, ou alors une variation au dénominateur, c'est-à-dire le besoin en fonds de roulement qui est en forte hausse, c'est pas le cas, hein, on a vu qu'il s'améliore, donc ça vient pas d'ici, ou un actif immobilisé qui a fortement augmenté, et donc ça voudrait dire qu'ils ont fait une grosse acquisition, alors c'est peut-être ça. Donc 2 éléments à les creuser. Pourquoi ce ROIC s'effondre? Soit, la forte hausse des taxes, soit, le fait que les actifs immobilisés auraient fortement augmenté et ça, c'est, l'acquisition de Kindred en réalité. Bon, à 12,4 on est plutôt pas trop mal. On crée quand même de la valeur. Après, ça serait bien de revenir, à ce niveau médian de 21. Ensuite, on continue avec l'endettement de l'entreprise. Au niveau de la dette, bon, on n'a pas de mystère, hein. Ici, vous regardez les acquisitions, tac. Alors, il y a pas l'info qui s'est chargée, mais c'est Kindred, ça. On était cash net et ils ont sorti le chéquier pour acheter Kindred. Acquisition mal perçue par JP Morgan, apparemment. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'ils se désendettent un petit peu, hein. La dette est en train de baisser progressivement. Donc on est sur un niveau d'endettement qui est soutenable, on est à moins de 2 fois l'EBITDA, c'est pas un problème à ce niveau-là. À peu près la même chose en termes de free cash flow. Donc la dette est gérable, il faudrait qu'elle baisse un petit peu tranquillement, mais ou alors le levier va baisser mécaniquement avec une continuation de la hausse de l'EBITDA, mais ça, c'est si il n'y a pas d'autre impact. Alors l'EBITDA, ça prend pas en compte évidemment la hausse des taxes, hein. Donc il faudrait peut-être plutôt comparer cette dette nette, on peut le comparer parce au free cash flow, c'est pas mal. Donc si le free cash flow continue à augmenter, on 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 aura une baisse du levier en termes de free cash flow, ce qui la rémunération des actionnaires, on est sur, donc 669 millions d'euros de free cash flow, 379, en arrondissant, millions d'euros de dividendes. Bon, on est, sur, à peu près, un peu moins de 2 tiers, hein, de free cash flow versant dividende. C'est soutenable à ce niveau. Il y a eu un gros rachat d'actions entre 2024 en 2024, il y a eu un gros rachat d'actions, plutôt bien. Et actuellement, le rendement du dividende, puisqu'il y a plus de rachat d'actions, c'est autour de 7. Donc c'est quand même copieux, hein. Il y a un beau rendement du dividende. Pourquoi est-ce que le rendement du dividende est aussi élevé? C'est aussi un problème, c'est parce que l'État est au capital. Et l'État français, eh ben, il a besoin de sous-sous parce qu'il est en déficit, donc il va tirer un max sur ses participations. Il a une quinzaine de participations de mémoire. FDJ en fait partie, donc ils vont pomper du dividende. Ça peut, donc pour l'instant c'est gérable, mais ça peut venir au détriment des investissements et donc peut-être obérer la croissance future. Pour l'instant, il n'y a pas de problème si on reste sur ce niveau de free cash flow. Regardons la valorisation en termes de valorisation par l'EBITDA, donc une valorisation relative.
Bon, on a un niveau de valorisation qui est au plus bas depuis le début de la cotation. La médiane, c'est 12,5. On est allé en excès jusqu'à 22. Là, bon, c'était un peu exceptionnel. Maintenant, alors le plus bas qui a été touché, c'est 8,2. On a 8,5. Pour l'instant, c'est pas. On est quand même plutôt au plancher hein, au niveau de la valorisation. Donc, si on revient sur la médiane de valorisation, pourquoi est-ce qu'on irait ça, il faut voir, hein, ça va dépendre de vos hypothèses. Mais si on y revient, on a quand même un peu moins de 50% d'upside potentiel, ce qui est pas mal. Si on compare par rapport à la concurrence, on se retrouve sur. Alors, j'ai pris trois concurrents. Flutter Entertainment, c'est un britannique. OPAP, c'est le Paris sportif / loterie grec. Et DraftKings, ce sont des Américains. Alors, il n'y a pas la valo des Américains ici, dommage, mais si on regarde en termes de market cap, FDJ, c'est la plus petite, le plus comparable, on va dire que c'est OPAP, mais qui est quand même 50% plus gros. On voit qu'on est sur 10% de valo en plus, 10% de multiples en plus. Bon, voilà, on va pas dire que, à mon avis, je pense que FDJ, par rapport au comparable le plus proche, la boîte est bien valorisée au niveau actuel. Bon, alors conclusion de ce dossier FDJ, c'est un dossier épineux parce que taxes, parce que état au capital. Et donc, en fait, vous avez un dividende, mais vous avez des facteurs de risque qui sont même pas des facteurs de risque du marché concurrentiel. Dès que c'est un marché qui est réglementé, dès qu'il y a l'état au capital, eh bien, vous pouvez être le jouet de décisions arbitraires. Et en fait, c'est ça qui fait s'effondrer le cours. Donc pour moi, LDJ, c'est pas investissable parce qu'il y a trop de risques avec la réglementation et l'état au capital. Si vous voulez prendre le risque, vous avez 7% de dividendes pour l'instant, un niveau d'endettement qui est relativement élevé, donc, et en plus, du coup, ouais, le dividende qui pompe beaucoup de la trésor, enfin des free cash flow. Enfin, pour l'instant, c'est gérable, mais au bout d'un moment, si on casse les free cash flow à cause des hausses des taxes, eh bien le dividende, on va le voir le casser. En fait, l'État est en pleine contradiction. Il veut de l'argent en montant les taxes et il veut du dividende. Bon, s'il monte les taxes, il aura moins de dividendes. Peut-être qu'il y a un des deux qui est plus avantageux pour lui. Donc, s'il monte les taxes, il aura plus d'argent et les minoritaires, eh bien, ils auront moins d'argent via le dividende. S'il augmente le dividende, tout le monde aura plus d'argent. Après, il faut voir si c'est la même, on va dire, le même niveau de rentrée d'argent pour l'État quand ils augmentent les taxes par rapport aux dividendes. Donc, conclusion du dossier FDJ, plutôt à l'écart de mon côté. Si vous avez un avis différent, discutons-en en commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. À bientôt.